considère qu'elle est stressante, elle est déroutante, elle est aventureuse, etc. Donc on a une idée assez négative de la société nouvelle. Je parle de la salle ici. Hein. Mais c'est valable aussi hein, dans d'autres salles. C'est la même chose. C'est que les gens toujours sont inquiets par la société qui va arriver. La suivante. Alors, on va essayer de raisonner simple parce que la société nouvelle, elle est stressante, elle est déroutante, elle est assez compliquée. Donc on va essayer de raisonner très simple. Non, André. C'est que si on part de la société nouvelle, tout simplement, c'est qu'elle part d'une société qui est actuelle. D'accord? Et entre actuelle et nouvelle, on a ce qu'on appelle un process de développement ou un process, etc. Et ce process, lorsqu'on le prend, il y a beaucoup de choses dans ce process. Bon, il y a une machinerie assez compliquée. Il y a souvent une très grande... Ça, c'est le symbole de l'information. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une explosion de l'information, de la database, qui soit valide et pertinente, surtout grâce, depuis les années 40, à ce qu'on appelle toute la théorie de l'information qui a été développée. Et puis, elle dispose actuellement, cette société, aussi d'outils assez nouveaux, qu'on ne connaissait pas il y a 30 ans, 40 ans, etc. Donc nous, si on examine ça, la suivante, il faut savoir que ça rentre dans un schéma relativement classique, même dans les sociétés d'avant, même dans les anciennes sociétés. Chaque fois qu'on passait d'une société actuelle à une société nouvelle, on passait par un processus qu'on pouvait qualifier dans le cadre du changement de la société. Dans l'ère actuelle, la suivante, il y a deux messieurs. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul Václavic. Il est mort il n'y a pas longtemps, à San Francisco. Il était à l'université de Stanford. Paul Václavic a été directeur d'un projet de recherche uniquement sur le mot changement. Et il a écrit un livre dans les années 70, etc. Le livre a été traduit en français, Changement. Son livre s'appelle Changement. Et ils essaient d'analyser, il s'appelle l'école de Palo Alto. Alors, Palo Alto, c'est un petit village à côté de San Francisco. D'accord? Et il y a une très grande université américaine qui est l'université de Stanford. Lorsqu'on dit Palo Alto, beaucoup de gens disent on ne connaît pas Palo Alto. Mais si on parle de Palo Alto d'une autre manière, et d'ici si on connaît. Palo Alto fait partie de trois villages. Il y a Palo Alto, il y a un village qui s'appelle Fremont, et un gros village qui s'appelle San Jose. Ces trois villages sont mondialement connus sous un autre nom, c'est la Silicon Valley. D'accord. Et lorsqu'on dit aussi l'université de Stanford, les gens connaissent Harvard, connaissent Princeton, etc. Lorsqu'on dit Stanford, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas très bien le poids de Stanford. Alors en général, on leur donne trois informations. Ils disent, ah d'accord, si c'est ça, donc Stanford c'est important. Internet, Google et Yahoo ont été créés à Stanford. Voilà, donc c'est pratiquement toute la société actuelle, elle a été créée au niveau de l'université de Stanford. Donc Paul Václavic a été un gros directeur de recherche au niveau de... Il est mort il n'y a pas longtemps, il y a un an. Et ils ont beaucoup travaillé sur le changement. Donc, il y a aussi un autre auteur, Paul Václavic est d'origine allemande. Il y a un autre auteur, Alvin Toffler, aussi aux États-Unis mais d'origine allemande, qui a beaucoup aussi travaillé sur le changement. Donc ici, on a une sorte de petit modèle, c'est-à-dire qui comporte la société actuelle, la société nouvelle, le processus avec la database des outils, le principe dans lequel s'inscrit tout ce modèle, et le fait qu'il y a eu de gros travaux aux États-Unis sur le changement, menés soit par l'école de Palo Alto avec Paul Václavic, soit menés par Alvin Toffler lui-même avec sa femme Heidi Toffler. Ils ont beaucoup travaillé sur le changement. Alors ce modèle-là, on va essayer de le simplifier, la suivante. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle un modèle réduit. On a la société actuelle, on a la société nouvelle, et on a le processus. Donc on n'a pas plus réduit que ça. Donc toute notre analyse, ça va être ça. Dans cette conférence, aujourd'hui, nous n'allons pas traiter beaucoup le process parce que c'est très compliqué. Nous n'allons pas traiter la société actuelle parce que c'est aussi très compliqué. Nous allons traiter uniquement la société nouvelle parce que c'est aussi très compliqué. Donc dans les trois cas de figure, donc on ne va pas avoir trois compliqués en même temps,
On va choisir un petit compliqué, la société nouvelle, et on va voir comment ça a été réfléchi. Alors, on a trois sociétés sur lesquelles on vit actuellement. Il y a une vieille société, vous voyez le tracteur là-bas, c'est la société agraire agricole, qui est née il y a 20 000 ans. Il ne faut pas oublier que la société agraire est née il y a 20 000 ans. C'est la société agraire qui a été à l'origine de la perte du matriarcat. La deuxième société, qui est née il y a 3 siècles, elle a commencé en Angleterre, la révolution industrielle anglaise. Et la troisième société, on est en train de la vivre actuellement, vous la connaissez à peu près. On a les vieux robots, on a des robots un peu plus humanoïdes, androïdes. On a exposé dernièrement en Corée du Sud un robot babysitter, donc il prenait un enfant. Et puis même dans le monde artistique, les robots commencent à entrer en jeu. Mais tout ça, la suivante, tout ça c'est que la société actuelle. Ça c'est la société actuelle, c'est ce qu'on vit actuellement, pas plus. Il y a toujours de l'agriculture, il y a toujours un monde industriel, et il y a de plus en plus de robots. Donc il n'y a pas de grand changement. Par contre, on peut se poser la question si aussi on a 3 mondes actuels. En dehors de la société actuelle, est-ce qu'il y a 3 mondes actuels? Le premier monde, il est connu, c'est l'Europe. Ce qu'on peut appeler un peu le monde occidental. Le deuxième monde, c'est un peu l'Afrique et le monde arabe. Et le troisième monde, c'est l'Asie. J'ai mis la Chine ici parce que c'est la caractéristique principale actuellement de ce monde. Alors, j'ai pas mis les États-Unis ni l'Amérique latine parce que c'est des prolongements de l'Europe. C'est le prolongement du monde européen. Une fois sur l'Amérique du Nord et une fois sur l'Amérique du Sud, grâce à l'Espagne et un peu le Portugal. Donc, grosso modo, donc la seule question maintenant qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que ces 3 mondes ne constituent pas un seul modèle? Bien qu'on a l'impression qu'on a d'un côté l'Asie, on a d'un côté l'Europe, etc. Est-ce que, si on les examine sous un certain angle, en réalité, ce n'est pas un seul modèle. C'est que le processus de développement de ces 3 mondes s'est construit sur le même modèle. Auquel cas, on peut se poser la question, quel est ce modèle? Qui est le modèle originel. On appelait ça le modèle eurasien. Le premier modèle, il a été décrit par un historien qui vient de mourir il y a 2 mois, il n'y a pas longtemps, il est mort presque centenaire. C'est un Anglais, qui s'appelle Hobsbawm. On considère que c'est l'historien qui connaît le mieux l'histoire de l'Europe, le processus de développement de l'Europe. Comme lui-même est anglais, il a écrit 3 ou 4 gros ouvrages. Il a fait démarrer l'histoire de l'Europe en 1697, quelque chose, avec la révolution industrielle anglaise. C'est là qu'il a fait démarrer. Et après, il a étudié le processus de développement de l'Europe jusque dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, dans l'étude qu'il a fait de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, de la Hollande, la Belgique, les pays scandinaves, etc., il retrouvait le même modèle. Il retrouvait dans le processus de développement exactement le même modèle. C'est-à-dire que ça démarrait toujours par un gros processus industriel, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Que souvent, il y avait ce qu'ils appelaient, lui, les forces ou les élites nouvelles qui soutenaient ce processus, qui soutenaient beaucoup ce processus, et qui avaient quand même des forces traditionnelles qui étaient dérangées par ce processus. Alors, ce que lui appelle force traditionnelle, n'a pas une connotation religieuse. Pour lui, force traditionnelle, ce n'est pas religieux. C'est force traditionnelle qui entrave le processus de développement. Donc la principale entrave au processus de développement, c'est le monde paysan. Dans les 2 facettes, que ce soit les paysans ou l'aristocratie paysanne. Quelle que soit la facette qu'on prend, que ce soit le monde paysan, ça veut dire que l'Allemagne, un exemple, dans les années 50, on considérait que l'Allemagne était plus développée que la France, parce qu'en Allemagne, il y avait 3% de paysans, alors qu'en France, il y avait 15%. C'était même un indicateur, c'est-à-dire que lorsqu'on voulait comparer un pays, le nombre de paysans dans ce pays était un indicateur d'avance ou de retard de ces pays. Donc, ce qu'on entend par force traditionnelle, c'est essentiellement les forces traditionnelles du processus de développement, donc essentiellement le monde paysan. Donc, même en France,
Lorsqu'il y a eu 1789,